Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média à l'heure du grand journal. Les titres, c'est tout de suite. Mandat de dépôt pour Boubacar Biaye, cité dans l'affaire du présumé trafic de passeports diplomatiques. Après Condé, présumé cerveau de cette affaire, les parlementaires Sall et Biaye, privés de leur immunité, rejoignent en prison le président du conseil départemental de Saraya, également impliqué. Hommage posthume pour les 2 soldats tombés sur le champ de bataille après des affrontements avec des rebelles du MFDC. Leur levée de corps s'est tenue à l'hôpital militaire de Ouakam. C'était en présence du ministre des Forces armées. Dara et Sédhiou, 2 communes dans lesquelles des élèves ont marché ce lundi pour exiger la reprise des cours et manifester leur ras-le-bol face aux nombreuses grèves en passe d'hypothéquer leur année scolaire. Et puis bientôt l'inauguration du stade olympique de Diamniadio, date retenue le 22 février prochain. Des festivités que le patron du sport sénégalais Matar Ba annonce grandioses. Les préparatifs vont bon train, vous l'entendrez au cours de cette édition. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette affaire de trafic de passeports diplomatiques qui a tantôt éclaboussé l'hémicycle. Selon les informations exclusives de nos confrères de Libération Online, le député Boubacar Biaye, délesté de son immunité, vient d'être placé sous mandat de dépôt. Il rejoint ainsi le sieur El Hadj Diadé Condé, présumé cerveau de ce trafic, arrêté avec des preuves compromettantes trouvées à son domicile. Biaye et Condé doivent répondre aux accusations d'association de malfaiteurs, faux et usage de faux sur des documents administratifs et faux en écriture publique authentifiés. Et puis 20 ans après la mort de l'étudiant activiste Balla Gaye, ses camarades se souviennent de lui. Une cérémonie d'hommage a été organisée ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar par les étudiants. Ces derniers en ont profité pour exiger justice pour Balla Gaye, mais aussi Fallou Sène et Bassirou Faye. Ils déplorent le manque de dialogue avec le ministre de l'Enseignement supérieur, et cela malgré les avancées notées dans leur plateforme revendicative. Alassane Ba et Alioune Diagne pour les détails. La cérémonie a démarré en face du pavillon B, juste à côté du monument d'un autre martyr, Bassirou Faye. 20 ans déjà que l'étudiant Balla Gaye nous a quittés. Ses camarades se souviennent. Après quelques échanges, direction devant la direction du COUD. Ces étudiants veulent se faire entendre. Ils exigent que justice soit faite pour Balla Gaye, Bassirou Faye et Fallou Sène. Lancer un appel solennel au président de la République qui est le garant de notre sécurité. Aujourd'hui, les universités sénégalaises ont besoin de sa réaction. Depuis pratiquement 19 ans, depuis pratiquement quelques années où nous avons perdu Bassirou Faye et Fallou Sène, jusqu'à présent il n'y a rien. Et nous pensons que l'État doit prendre ses responsabilités et situer les responsabilités et que ces gens-là puissent être sanctionnés. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Des avancées dans leurs différents points de revendication, il y en a eu. Mais ils regrettent le fait qu'il a fallu les décès de leurs camarades. Et je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. On n'a pas besoin d'attendre jusqu'à ce qu'il y ait mort pour faire ces trucs-là. Mais il faut qu'il y ait une bonne gouvernance. Et cette bonne gouvernance-là demande ce qu'on appelle une anticipation dans l'action. Parce que quand il y a des différents acteurs qui participent pour le bon fonctionnement d'un espace, il y a ce qu'on appelle le dialogue qui doit primer. Autre chose qu'il déplore, le manque de dialogue avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Il n'y a pas de dialogue avec notre ministère de tutelle. Et je pense que ça, c'est un comportement non exemplaire de la part de l'autorité. Ce qui fait qu'il y a toujours des problèmes au niveau de l'espace universitaire. Il faut qu'il y ait une gouvernance de proximité. Les autorités doivent être très proches de leurs camarades, de leurs administrés, pour pouvoir prendre les préoccupations de socio-pédagogie. Parce que si vous ne savez pas ce que vivent les étudiants, vous n'arriverez jamais à régler ces problèmes-là. Chaque année, les étudiants commémorent la disparition de leur camarade Balla Gaye, tué par balle au cours d'intenses affrontements entre la police et les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'était le 31 janvier 2001.
Allez, retour à présent sur le massacre de Bofa Bayotte. 12 personnes impliquées ont été libérées la semaine dernière. Leur dossier classé sans suite après 4 années de détention. Eh bien, un préjudice qu'ils peuvent réparer s'ils le souhaitent. C'est l'avis de Daoud Amine, le directeur de publication du site IGFM, rappelle l'existence d'une commission chargée d'indemniser les victimes innocentées après une très longue détention. Nous l'écoutons au micro de Khawassi. Ils peuvent prétendre à une indemnisation parce qu'au Sénégal, il y a quand même une loi qui prévoit une commission juridictionnelle logée au niveau de la Cour suprême. Cette commission-là dispose que toutes les personnes qui ont été victimes de longue détention et qui ont été relaxées, qui ont été acquittées ou bien qui ont bénéficié de non-lieu ont la possibilité de solliciter de la justice sénégalaise une indemnisation. 12 personnes-là ont bénéficié d'un non-lieu. C'est-à-dire qu'ils ont été inculpés, ils ont été placés sous mandat de dépôt, ils ont été en prison pendant 4 ans et au bout du compte, le juge d'instruction qui est en charge de dossier a estimé qu'il n'avait absolument rien à voir dans l'affaire de Bofa Bayotte et par conséquent, ils ont bénéficié d'un non-lieu. À partir de ce moment-là, ils sont blancs comme neige. Ils ont perdu 4 ans de leur vie parce qu'ils ont perdu 4 ans de leur vie. Maintenant, le montant que cela alloué, c'est eux-mêmes qui vont formuler la demande et la commission juridictionnelle est habilitée à statuer sur la demande et à leur octroyer le montant qui leur semble juste. Et puis je vous l'annonçais en titre, Mamadou Khalidou Diallo et Elhadj Boubacar Ba, c'est le nom des 2 soldats sénégalais tombés armes à la main. Ils ont perdu la vie entre le 24 et le 27 janvier 2022 à la suite de combats contre les rebelles du MFDC en territoire gambien. Ils ont reçu ce lundi les hommages de l'armée. C'était lors d'une cérémonie de levée du corps à l'hôpital militaire de Ouakam. Une cérémonie qui s'est tenue en présence du ministre des Forces armées, Sidiki Kaba. Rappelons que 9 soldats sont toujours portés disparus. Le reportage est signé Marcel Farba Maroun. 3 soldats sénégalais sont tombés récemment en Gambie. 2 d'entre eux ont reçu ce jour les hommages de la nation en présence du ministre Sidiki Kaba. Le premier, le sergent-chef Mamadou Khalidou Diallo, incorporé au sein des armées en 1998, passé par plusieurs bataillons avant de rejoindre le 5e détachement de la mission de la CEDEAO en Gambie, titulaire du certificat d'aptitude technique numéro 1 et numéro 2, spécialité mortier lourd, du certificat interarmes et du brevet supérieur numéro 1, toujours mortier lourd. Le sergent-chef Diallo a effectué près de 24 ans de service après avoir gravi les échelons de soldats de première classe à caporal, caporal-chef, sergent, puis sergent-chef. Les valeurs intrinsèques du sergent-chef Diallo et son amour du métier des armes le prédestiné à une très belle carrière de sous-officier chevronné, comme en atteste son parcours professionnel remarquable. Ses qualités ont été reconnues à l'unanimité par ses supérieurs hiérarchiques qui l'ont noté comme étant un sous-officier compétent, d'une présentation exemplaire et d'une grande courtoisie. Par son éducation et son goût pour le travail bien accompli, le sergent-chef Diallo avait la confiance de ses chefs, le respect de ses pairs et l'admiration de ses hommes. L'autre djambar tombé les armes à la main, c'est le sergent-chef Elhadj Boubacar Ba. Incorporé en 2000 au titre de la 30e promotion de l'ENSOA, il a également été affecté au niveau de plusieurs bataillons avant de rejoindre la mission de la CEDEAO en Gambie. Nommé sergent, puis sergent-chef, il était inscrit sur le tableau d'avancement pour sa promotion au grade d'adjudant. Titulaire du certificat d'aptitude technique numéro 2, du certificat interarmes numéro 1 et numéro 2, le sergent-chef Ba a servi dans plusieurs missions, comme celle au Darfour. Les états de service du sergent-chef Ba révèlent le parcours professionnel élogieux d'un jeune sous-officier aux valeurs intrinsèques exceptionnelles. À Dara, les élèves des différents lycées ont battu le pavé pour s'insurger contre les débrayages et les grèves répétitives de leurs enseignants. Ils exigent le règlement immédiat des revendications de leurs professeurs afin qu'ils puissent bénéficier du même quantum horaire que leurs camarades du privé. Les détails, c'est avec Mamadou Moustapha Ndiaye. Chères autorités, vos enfants souffrent profondément à cause de la grève répétitive de nos professeurs. Chères autorités, vos filles et fils sont dans le désarroi à cause de votre manque de compréhension du savoir. Pourquoi vouloir nous sacrifier? Pourquoi vouloir nous sacrifier?
Pourquoi vouloir nous sacrifier à cause de vos égos et de vos problèmes crypto-personnels? Chers camarades, je vous demande solennellement de nous unir, de serrer la ceinture, de se donner la main pour réclamer ce qui est un droit fondamental pour tout enfant du pays. Le droit d'aller à l'école et de recevoir un enseignement digne. Loin de nous, la désir de chercher des coupables, de chercher qui a tort ou pas. La seule chose que nous voulons, c'est de rejoindre les salles de classe et de continuer notre apprentissage, car les examens s'approchent à pas de gens. Nous appelons les autorités compétentes, les parents d'élèves, les chefs religieux, de chercher les voies et moyens pour sortir de cette impasse. Chers camarades, je vous demande d'être à l'écoute de vos camarades dirigeants. Nous avons les mêmes besoins, donc soyons unis et soudés. Donc nous vous demandons de respecter solennellement notre plan d'action qui est de ne pas entrer dans les classes pour les cours d'une heure de temps. Unir pour convaincre, s'unir et agir pour ne pas souffrir. Et même constat du côté de Sédhiou, les élèves sur place ont opté pour une marche pacifique. Ils exigent aussi la reprise des cours. Après leur procession, ils ont déposé un mémorandum auprès du préfet Bakary Konté et Khalid Diamé. Les élèves des collèges et lycées de la commune de Sédhiou ont sillonné les différentes artères de la ville. Ces élèves se sentent sacrifiés. Ils réclament la reprise des cours dans les plus brefs délais. Nous tenons à attirer l'attention et l'opinion publique sur l'inquiétude et le désarroi qui tarde l'esprit des élèves de la commune de Sédhiou face aux grèves récurrentes des enseignants. En effet, la grève des professeurs se poursuit et s'intensifie aux grandes dames des élèves. Fort de ce constat, cette marche pacifique vise à inviter l'État en tant que le garant de l'éducation à s'adresser avec les enseignants dans les plus brefs délais pour un retour normal des enseignements apprentissages. La paralysie de l'enseignement dans les CEM et lycées est perçue comme une menace sérieuse pour notre avenir. À cet effet, nous déplorons cette multiplication des plans d'action des syndicats d'enseignement et invitons le président de la République à initier avec les pourparlers sincères et franches avec les syndicats des enseignants afin de trouver une issue heureuse à cette année scolaire lourdement menacée. Par cette crise dont nous sommes les agneaux du sacrifice. Aussi, nous revendiquons des évaluations pédagogiques car nous n'accepterons pas d'être sacrifiés au moment où les enfants des autorités étudient paisiblement dans les écoles privées. Nous voulons étudier, nous voulons étudier, nous voulons étudier. Ils ont ensuite déposé un mémorandum à la préfecture de Sédhiou. C'est un mémorandum que nous venons de recevoir, un message venant des élèves que nous allons transmettre à qui de droit. Et nous espérons que la situation reviendra rapidement à la normale. Les parents d'élèves sont dans l'inquiétude totale. Ils demandent à l'État et aux enseignants de revenir à la table de négociation pour sauver le reste de l'année scolaire. Et au moment où ces élèves un peu partout au Sénégal réclament la reprise des cours, eh bien leurs professeurs, eux, continuent de ruer dans les brancards. Face à la presse, les syndicats membres du G7 fustigent la situation des sortants de la PASTEF et des CRFPE sans salaire depuis des mois. Ils dénoncent aussi les manquements relevés dans la mise en œuvre du monitoring. El Kantarassar est le secrétaire général du CIENS et membre du G7. Il revient ici avec nous sur les objectifs du G7 et sur la suite qu'ils comptent réserver à leur combat. Nous l'écoutons au micro de Fatou Bintou Konté. Nous saurions commencer la présente conférence de presse sans réaffirmer notre solidarité à l'endroit de nos camarades sortant de la FASTEF, des CRFPE et du recrutement spécial resté pendant des moments sans recevoir de salaire. Nous fustigeons avec la dernière énergie ce dysfonctionnement en contradiction flagrante avec le respect du droit des travailleurs et aux antipodes des conditions requises pour un système éducatif de qualité. L'absence de documents de synthèse et d'évaluation portant sur les différentes rencontres sectorielles de la part du gouvernement. La non prise en compte des points relatifs au passif sur les protocoles d'accord entre le gouvernement et le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal, le CIENS. La non-livraison des parcelles des actes de Kaolack, Ziguinchor, Déni Birandao et Louga, le statu quo dans l'harmonisation des plateformes de gestion administrative de la carrière des enseignants
afin de dépasser les lenteurs et lourdeurs administratives. Toutefois, nous alertons le gouvernement et l'opinion publique sur les conséquences désastreuses que pourrait engendrer la non-résolution de la question nodale des accords. Et autre mouvement d'humeur dans cette édition, c'est la grève des travailleurs de Ola Énergie. Ce sera à compter de demain et pour 24 heures. Une décision prise suite à leur assemblée générale tenue ce jour. Le secrétaire général de la CNTS-FC et du syndicat des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal dénonce le licenciement d'un des leurs et la décision de la direction générale de ne pas retourner à la table des négociations. Nous écoutons le secrétaire général du CNTS-FC, Cheikh Diop. Il est au micro d'Abdoulaye Anne. Nous venons de terminer l'Assemblée générale qui a été sanctionnée par des décisions avec l'ensemble du personnel et des délégués du personnel, ainsi que les responsables du syndicat du pétrole et du gaz. Nous avons constaté qu'ici, à Ola Énergie, après le départ d'une dizaine de travailleurs, il y a de cela près de 4 mois, un chef de département, un directeur de département vient d'être licencié de façon abusive. C'est licenciement avec la direction, mais on s'est rendu compte que celle-ci a rompu de façon unilatérale les négociations sans crier gare. Nous devions reprendre aujourd'hui, et c'est le blackout total au niveau de la direction. Ils ne nous ont pas revenus, ils ne sont pas revenus à la table de négociation, ils ne nous ont fait aucune proposition conséquente. Ceci est inacceptable pour un jeune cadre compétent, un polytechnicien compétent, un ingénieur compétent qui faisait correctement son travail. Aujourd'hui, il a été licencié de cette manière et nous pensons que les séries de licenciements vont continuer. C'est la raison pour laquelle, au terme de l'Assemblée générale, nous avons décidé d'observer un arrêt de travail demain à partir de 10 h pour exiger de la direction son retour à la table de négociation. À la une de l'actualité politique, Maître El Hadji Diouf qui se fait l'avocat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Selon lui, la coalition du parti au pouvoir est sortie victorieuse des élections dans la majorité des départements du Sénégal et sur la base des résultats obtenus, il minimise le score de la coalition adverse, le camp de l'opposition. Nous l'écoutons avec Aminata Mbaresso. La coalition Benno Bokk Yakaar a gagné presque 80%. A gagné plus de 39 départements sur 46. 12 régions sur 14, presque. On a tout raflé. C'est vrai, on a perdu Dakar. On n'a même pas perdu Dakar. On n'a pas pu récupérer Dakar qu'on avait perdu depuis 2014. C'est normal de tout temps. En 2014, on avait investi des candidats, ils ont été battus à Dakar. Ils ont été battus à Ziguinchor, ils ont été battus dans d'autres villes. Mais le Sénégal, ce n'est pas 3 villes, 4 villes. Allez, faisons plus ample connaissance à présent avec le maire de Ngaye Mékhé. Il s'appelle Maguette Wade. Il rempile toutefois pour la deuxième fois. Cet ancien fonctionnaire de la Banque africaine de développement est retourné dans son fief natal Mékhé pour servir, dit-il, sa ville natale, considérée un peu comme le berceau de l'artisanat. Il compte redynamiser tous les secteurs avec une bonne partie de son offre politique consacrée aux jeunes et aux femmes. Cheikh Anta Diop, Saïla Tir l'ont rencontré. Reportage. Docteur Maguette Wade rempile, il a été élu pour la deuxième fois maire de la commune de Ngaye Mékhé. Une grande satisfaction de voir que la population a sanctionné un bilan positif. Et donc je considère ce résultat comme une nouvelle mission qui consistera à poursuivre le travail. Le vote des femmes et des jeunes a été très déterminant. Durant ces joutes électorales, Maguette Wade décerne un satisfecit et promet d'accompagner les jeunes dans leurs projets, mais aussi les femmes. Nous, à Mékhé, nous mettrons en place un cluster industriel des peaux et cuirs, notamment avec une tannerie au chrome, une unité de production de chaussures et de maroquinerie, une unité de production de boucles et accessoires, une unité de production de tannets, c'est-à-dire de teinture, mais qui sera à base végétale. Nous avons également l'ambition de créer une usine de fabrication de balais local
pour répondre à la demande de l'UCG qui en consomme énormément. Et il faudrait que les femmes puissent se mettre au travail, elles sont très braves. Le respect de la parité, une demande sociale. La parité, on y a déjà tenu. Il faut donner aux femmes leur place. C'est vous dire que j'ai des lotissements qui sont en cours et j'ai un quota pour les femmes. Faire de Ngaye Mékhé une ville lumière et attrayante, c'est l'objectif de Maguette Wade, le maire de Ngaye Mékhé. Nous tenons toujours à notre slogan de VIP, ville verte, ville illuminée, ville propre. Et nous avons un grand projet avec l'AFD et l'Union européenne pour près de 650 millions. Nous aurons une décharge unique. Et ce sera une décharge normée. Cette belle victoire de Benno Bokk Yakaar à Ngaye Mékhé a fait comprendre que le bilan du maire a été validé par les populations. Et puis au lendemain de ces élections locales, l'Observatoire national de la parité exige la présence des femmes dans les organes de décision des collectivités territoriales. L'ONP est plus que jamais déterminé pour l'application de cette loi sur la parité. Un atelier de formation sur les procédures de saisine des juridictions en cas de non-respect de la loi s'est tenu ce lundi. Et suivant ce compte-rendu, il est signé Cheikh Diop, Pape Sangone Mbaye. Sur les visages épanouis de ces femmes venues des différentes régions, la joie et la fierté, lendemain de bataille des élections locales, les femmes exigent l'égalité dans les bureaux des municipalités. La loi sur la parité et son décret d'application stipulent clairement que la parité doit être appliquée dans les bureaux et les commissions. Il s'agit donc aujourd'hui, avec les femmes des antennes, de mettre à leur disposition tous les outils nécessaires en termes d'information, en termes d'outils techniques, justement. L'Observatoire national de la parité entame une autre bataille sur les procédures de saisine des juridictions en cas de non-respect de la parité dans les organes des conseils territoriaux. Et c'est ce que nous voulons éviter aujourd'hui à travers ce séminaire-là. En sensibilisant les acteurs concernés, c'est ce que je répète depuis, en sensibilisant les acteurs concernés. Hommes et femmes logés à la même enseigne, l'objectif de ces femmes. Elles interpellent tous les acteurs concernés de s'engager pour la parité dans tous les domaines de la vie publique et institutionnelle. Pour la protection des enfants et notamment ceux qui traînent dans les rues, la direction de la protection et de la direction de la promotion plutôt et de la protection de leurs droits s'engage. L'autorité prévoit de tenir une rencontre avec les différentes parties prenantes en vue de faire un rapport exhaustif et sans complaisance de leur situation. Un rapport qui naturellement sera remis aux concernés afin d'aboutir à la mise en œuvre d'une stratégie concrète. Nous écoutons Madame Djegui Diop Fall. Elle est présidente de la PDPE. Elle nous en dit plus au micro de Pape Faraning. Il y a une qui veut que tous les acteurs de l'écosystème de la petite enfance soient autour de l'essentiel, c'est-à-dire la protection des enfants et la promotion de leurs droits. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui pour faire une consultation autour d'un projet de convention des droits des enfants avec l'Organisation pour la coopération islamique, l'OCI. La rencontre est prévue pour le 6 et le 7. On ne dit pas spécifiquement les religieux, on parle des acteurs, parce qu'il y a les religieux, il y a les sérignes dara, il y a les autorités religieuses, il y a les familles religieuses, il y a les parents en général, les ONG, les partenaires, tout ce qui tourne autour de la protection de l'enfant. Les religieux particulièrement parce que c'est la Oumma islamique, les religieux particulièrement parce que c'est l'OCI. Et on sait que cette convention a comme base la charia. Pourquoi est-ce que ces genres de rencontres, c'est opportun, c'est important et c'est pertinent? Parce qu'au-delà du retrait des enfants, il y a ce qu'on appelle la réinsertion socio-économique. Et Madame le ministre l'a précisé au niveau de l'Assemblée nationale, on prévoit même la construction d'un centre. Les enfants qui sont retirés, qui sont au niveau des centres, qu'il y ait un suivi psychologique, qu'il y ait un suivi au niveau de la santé et qu'il y ait même un suivi professionnel. Le massacre de Boffa Bayotte, nous en parlions tantôt dans cette édition. Eh bien, nous venons de recevoir un communiqué de presse du procureur général près la cour d'appel de Ziguinchor. Un communiqué qui s'adresse donc à une certaine presse qui, dans la journée du 29 janvier 2002,
aurait diffusé des informations erronées dans l'affaire dite de Bofa Bayotte pendante devant le tribunal de grande instance de Ziguinchor. Il a en effet été porté à l'attention de la population que sur les 25 détenus, seuls 2 auraient été renvoyés devant la chambre criminelle, les autres ayant été libérés suite à une décision de non-lieu après 4 années de détention. Eh bien, par le présent communiqué, nous tenons à apporter les précisions ci-après. 27 personnes avaient été inculpées dans cette affaire, 11 ont bénéficié d'un non-lieu, l'une d'entre elles étant décédée. 16 ont été inculpés et donc renvoyés devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Ziguinchor, dont 2 pour des faits délictuels qui sont mis en liberté provisoire et 1 en fuite. L'affaire sera enrôlée très prochainement pour être jugée. Donc un communiqué du ministère, un communiqué de presse du ministère de la Justice. Hors de chez nous, le Burkina Faso, le Rwanda, l'Ouganda ou encore le Kenya et le Mali, où les autorités ont décidé ce lundi d'expulser l'ambassadeur de France à Bamako. Le récit de l'actualité internationale est signé Daniel Diouf. Le Burkina Faso, suspendu ce vendredi de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à l'issue d'un sommet virtuel de l'organisation. La CEDEAO n'a toutefois pas décidé d'autres sanctions pour l'instant, mais les chefs d'État se retrouveront le 3 février prochain à Accra, au Ghana, pour réévaluer la situation. L'organisation exige la libération du président renversé, Roch-Marc Christian Kaboré, placé en résidence surveillée, ainsi que les autres responsables arrêtés. Le président déchu est en bonne santé selon plusieurs sources et a à sa disposition un médecin. Le ton qui se durcit entre Paris et Bamako. Nouveau durcissement des tensions entre le Mali et la France. Les autorités maliennes ont sommé l'ambassadeur de France à Bamako de quitter le Mali sous 72 heures. Une décision justifiée par les récentes déclarations hostiles de responsables français à l'encontre de la junte. En réaction, la France a pris note et décidé de rappeler son ambassadeur au Mali. Le diplomate français en poste à Bamako depuis 2018 a été convoqué par le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui lui a notifié la décision du gouvernement malien. Entre autres propos qui ont fâché les autorités de Bamako, ceux de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, qui avait qualifié la junte d'illégitime et ses décisions d'irresponsables après que le gouvernement malien a poussé le Danemark à retirer son contingent des forces spéciales. Ce lundi, l'Union africaine a aussi annoncé la suspension du Burkina Faso de toutes ses activités au sein de l'organisation continentale jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans le pays. C'est ce qu'a annoncé dans un tweet le Conseil de paix et sécurité en charge des conflits et questions de sécurité au sein de l'Union africaine. Le Burkina Faso avait également été suspendu des instances de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce lundi, la junte a rétabli la constitution et modifié les institutions. Elle vient de diffuser à la télévision nationale un acte fondamental, un texte qui remet en place l'ordre constitutionnel donnant officiellement le pouvoir aux militaires. Le rapprochement se confirme entre le Rwanda et l'Ouganda avec la réouverture ce lundi du principal poste frontière de Gatuna-Katuna, la fin d'un interminable épisode qui aura duré 3 ans entre les deux pays. Le Rwanda avait fermé sa frontière avec l'Ouganda afin de protester contre le traitement de ses ressortissants par le gouvernement de Kampala. Le Rwanda et l'Ouganda entendent désormais travailler main dans la main pour faciliter la circulation entre les deux pays. Et puis au Kenya, au moins 6 personnes ont trouvé la mort et 7 autres blessés ce lundi après que leur minibus a roulé sur un engin explosif. Selon la police, le drame s'est passé aux environs de la ville de Mandera dans le nord-est du pays, près de la frontière avec la Somalie. L'actualité sportive à présent, demi-finalistes de la CAN, les Lions peuvent compter sur le soutien de tout un peuple. Les supporters en 2002 semblent priser les supporters qui assument leur choix et restent convaincus que cela va leur porter bonheur. Pape Faraning, Gervais Yao pour le point.
C'est le peuple qui s'illustre dans ce sens. Vous avez sûrement fait le constat, les maillots de la génération de l'As Diouf attirent plus que les nouveaux. Ce maillot rétro 2002, ça me rappelle, parce que Henri Camara, c'était mon joueur préféré. C'est pourquoi on m'a donné ça à cadeau, le maillot rétro de 2002. Parce que 2002, quoi qu'on dise, c'est une grande équipe. Bon, vraiment, ils ont manqué de chance. Je préfère les maillots rétro. Pour moi, c'est un signe positif. Je suis persuadé que la coupe va venir, Inch'Allah. Les supporters aiment les maillots rétro. Je vends bien ces maillots. 20 ans après la finale contre le Cameroun, les Sénégalais restent nostalgiques. Pour certains, ces maillots montrent plus d'élégance. Le rétro est plus élégant que les nouveaux maillots. Et je vous dis, 2002-2022, Inch'Allah, nous aurons la coupe cette année. C'est pour cela que je porte ce maillot. Moi, je ne comprends pas ce choix. Peut-être c'est un message pour les joueurs et la fédération. Mais aussi, ce maillot est plus élégant que le nouveau maillot. Qui n'est pas bien fait. Et pourtant, les maillots de 2002 sont plus chers. Les maillots sont chers. 10 000, voire 15 000 pour les rétros. Et pour les nouveaux, certains coûtent 5 000 ou 10 000. Ça dépend de la qualité. Partout à Dakar, les supporters mettent les anciens maillots de la génération 2002 pour supporter nos liens qualifiés en demi-finale de la CAN au Cameroun. Pour eux, c'est un bon signe pour enfin remporter le trophée continental. Le Sénégal qui affronte donc le Burkina Faso en demi-finale ce mercredi avec le statut de favori. Enfin, plus de maîtrise au fil de leur sortie. Pour l'observateur Saliou Botouré, c'est le fait des leaders qui répondent présents de plus en plus. Il estime aussi qu'il y a la place pour dominer les étalons qui font beaucoup de largesse en défense. Selon lui, le reportage est signé Chersade Boudjara. 5 matchs, 4 victoires, 1 nul, 6 qui montent en puissance dans cette CAN 2021 avec des individualités. Ce n'était pas ça, mais au fur et à mesure qu'on joue, on a vu que l'équipe a grandi. Donc en montée en puissance, donc ça c'est important. Et puis il ne faut pas aussi oublier, au début on a joué 3 matchs où on a marqué un seul but. Les huitièmes de finale on a mis 2, les quarts de finale on a mis 3. Je pense que la prochaine fois, on peut même mettre 4 buts parce que je prends des techniciens. Les joueurs peuvent régler leurs problèmes. Le Burkina Faso se dresse sur le chemin du Sénégal en demi-finale. Un derby ouest-africain à la portée des Lions, selon le technicien Botouré. Ce dernier souligne la jeunesse à double. Beaucoup de lucidité. Les premières occasions, on les met au fond. Parce qu'ils ont une très bonne équipe, c'est vrai. Mais c'est une équipe très jeune qui commet vraiment pas mal d'erreurs. Donc on a des joueurs très mûrs qui peuvent s'en profiter pour mettre des buts. Ouais. En 3 confrontations officielles, Burkina Faso et Sénégal se sont toujours quittés dos à dos. Ce mercredi en demi-finale, une des sélections va s'en sortir avec le sourire, avec une préférence pour le Sénégal. Le Burkina Faso, l'adversaire du Sénégal en demi-finale, une sélection au football tout en mouvement du fait de la jeunesse de ses joueurs, une de ses forces d'ailleurs qui l'oblige toutefois à beaucoup se découvrir d'après l'entraîneur de Yoff, Saliou Botouré, que nous retrouvons toujours au micro de Chersade Boudjara. Une équipe très joueuse, parce que c'est des jeunes joueurs. Bon, le football d'aujourd'hui, pratiquement quand il y a une équipe très jeune, parce que le football est devenu tactique, trop tactique. Quand on parle de tactique, on parle de physique. Ils sont très bons physiquement, et ils ont un bloc d'équipe compact. Donc pour moi, il faut les aspirer et jouer dans le dos de la défense. On a des joueurs très rapides comme Sadio Mané, à l'occurrence Famara Diédhiou, on a Ismaïla qui est de retour. Donc on peut s'en profiter et mettre beaucoup de buts. Et puis, je vous l'annonçais en titre, le ministre des Sports Matar Ba annonce en grande pompe l'inauguration du stade olympique de Diamniadio. Ce sera pour le 22 février prochain. Le gouvernement est, selon le patron du ministère des Sports, en train de réunir tous les moyens pour une bonne organisation de cet événement inédit au Sénégal. Une annonce qu'il a faite lors de sa visite de courtoisie dans les locaux affectés à la presse à Yaoundé. Matar Ba, que nous écoutons au micro de nos envoyés spéciaux Mamadou Ndiaye et Metnian. Chers amis journalistes, je voudrais d'abord dire que ma visite est une visite normale. L'inauguration du Stade du Sénégal, le 22,
Et nous avons eu deux réunions avec le président Macky Sall, qui aura ses homologues à ses côtés, plusieurs d'ailleurs chefs d'État. Et en même temps, nous nous battons pour que le stade soit homologué le 21, avant même l'inauguration, pour préparer le match contre l'Égypte au mois de mars. Et ça aussi, c'est un événement extrêmement important. Pour vous d'ailleurs, parce que vous allez vivre des conditions que vous n'avez jamais eues au Sénégal. Vous avez la chance, parce que la salle presse et tout le matériel que vous aurez à disposition, ça sera une première au Sénégal. Et ça aussi, il faut le magnifier. Et nous nous battons, dès qu'on sera au Sénégal, on va dévoiler en tout cas le déroulé de l'événement. Ça sera du lourd, parce que c'est ça aussi, c'est un investissement de 155 milliards qui sera mis à disposition du peuple sénégalais. Le fait majeur important, c'est qu'on a une entreprise qui a fixé la date de l'inauguration le jour de la pose de la première pierre. Ça aussi, c'est une prouesse. Et ils ont respecté. Le stade est presque terminé. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, retrouvez Binta Diallo pour la suite du Soir d'Info. Elle reçoit ce soir Maître Abdoulaye Tine, avocat inscrit au barreau de Paris. Bonsoir Binta. Bonsoir Sarah.